la Clergerie, avocat en droit du numérique. Donc on l'a vu, beaucoup de cyberattaques. Donc là vous avez une carte qui est en open data, qui est sympa et qui montre un peu les différentes cyberattaques depuis 2019 pour les organismes publics. Donc les cyberattaques d'organismes publics, une carte intéressante. Pourquoi on n'a pas les entreprises privées ? Parce que c'est pas en open data, une notification de violation. Normalement, c'est obligatoire pour les entreprises quand il y a un risque pour les données à caractère personnel, donc les données des citoyens comme vous et moi. Est-ce que les entreprises notifient systématiquement les attaques à la CNIL dans les 72 heures suivant la faille de sécurité? Non. On estime environ en 2021, il y a dû avoir 2000 notifications à la CNIL. En 2022, on est autour de 5000. En réalité, c'est une entreprise sur deux qui se fait attaquer. Donc là, on a une carte que des organismes publics, pas du tout des organismes privés. Alors que c'est une obligation, c'est-à-dire qu'il y a une réponse juridique par rapport à l'obligation de sécuriser les données, et si on se fait attaquer, de le notifier à la CNIL, voire aux personnes concernées, quand leurs droits sont, quand il y a un risque pour leurs droits. Je vais peut-être laisser la parole à pour reparler des attaques, et notamment, on voit en ce moment beaucoup d'attaques. Donc cette semaine, par exemple, moi j'ai vu aujourd'hui un éditeur de jeux vidéo, donc Riot Games, hier KFC, Pizza Hut, et cette semaine on a eu aussi un journal, The Guardian, on a eu aussi un pays, le Monténégro, où l'ANSSI est intervenu pour les aider, des hôpitaux, un cabinet d'expertise comptable, une entreprise de crème, Nux, par exemple, cette semaine. Donc c'est tous les jours. On l'apprend plutôt par la presse que par les entreprises. Il est vrai que lorsqu'on parle de cyberattaque, l'objectif c'est pas de savoir comment on va se faire attaquer, c'est de savoir quand. Donc j'ai entendu des mots qui étaient très intéressants tout à l'heure, c'était l'anticipation. C'est pas parce que vous avez un contrat cyber ou un contrat d'assurance que ça vous empêchera d'avoir un accident sur la route. Si vous avez un cochon qui traverse la route, c'est toutes les chances de vous manger et de finir dans l'arbre ou de la forêt. Donc aujourd'hui, l'anticipation, c'est de mettre en avant des actions comme l'a bien défini les homologues de cyberdéfense avec qui on travaille très bien main dans la main ensemble. On a parlé aussi de certaines choses du dark net, où je reviendrai sur quelques précisions. Donc aujourd'hui, les entreprises, il y a 13 millions d'entreprises en France, faut le savoir. En gros, au dernier journal juillet 2022, une entreprise sur deux, ça fait 7 millions d'entreprises. Il y a 7 millions d'entreprises qui l'année dernière se sont fait pirater. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise qui se fait pirater, j'ai entendu parler de 5% de ceci, de chiffre d'affaires, enfin d'allouer un pourcentage. Moi je dis qu'à partir du moment où on perd tout, les 5% deviennent inutiles. Là j'ai avec moi un collaborateur qui est DSI au niveau des hôpitaux, il sait de quoi on parle. Et également l'objectif c'est quoi? Une entreprise qui se fait pirater, c'est 6 mois après, n'a pas de chance de se redresser. Bien souvent elle dépose le bilan. Donc derrière, c'est pas que l'entreprise, ce sont des collaborateurs, des familles, des sous-traitants, des fournisseurs qui sont pas payés. Il y a un impact et des conséquences qui sont indéfinies derrière. Donc c'est pas une entreprise. La majeure partie de nos enquêtes, monsieur, c'est ça. D'accord ? Donc pourquoi ? Par non-respect des règles de sécurité, non-respect des règles d'hygiène de sécurité. On va détailler quelques points. Donc c'est vrai que l'impact est fort. Ne pensez pas qu'aujourd'hui ça n'arrive qu'aux autres. Vous pouvez être très bien coiffeur et vous faire taper la caisse. J'ai eu un petit épicier qui s'est fait taper sa caisse tout simplement par, on va dire, la négligence, je n'appellerai pas d'autres mots, de son prestataire qui a laissé tous les ports ouverts sur une caisse enregistreuse. La personne ouvre son magasin, 3 mois après, elle se fait pirater, elle n'a pas de trésor, elle n'a pas de quoi rebondir, la caisse est plantée. C'était 15 jours d'arrêt pour ce magasin. Donc vous imaginez, en attendant, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, il y a quand même des charges à payer, il y a les remboursements d'emprunt, il y a les fournisseurs à payer parce qu'ils sont pas responsables de cette attaque, et puis l'image de marque. Quand vous ouvrez puis vous êtes déjà fermé pendant 15 jours, vous imaginez auprès des gens qui disent il est ouvert, il est fermé, qu'est-ce qui se passe? Et hop, c'est une perte de clientèle. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Je pense ça, c'est pour les entreprises. Pour la partie particulier, la problématique, c'est vraiment un petit peu malheureusement la naïveté de pouvoir cliquer trop vite sur des liens. Il y a une grosse enquête qui était l'assistance technique de vous aider avec une page qui s'ouvrait sur Internet. On va vous aider, votre PC est piraté, on va vous aider. En attendant, ça a fait plus de 2 millions de victimes qui représentent plus de 4 millions d'euros. Je donne juste ça, hein, voilà.
Donc à titre personnel, je fais quand même un petit peu attention parce que je suis sensibilisée, notamment par les personnes avec qui je travaille, notamment les experts informatiques, donc vous faites partie chez Orange, vous également. Donc je me suis dit, est-ce que mes données ont été compromises? Puisque j'ai reçu aucune notification de société me disant que mes données ont été compromises. Donc je suis allée sur un site qui n'est pas forcément ultra sécurisé puisqu'il collecte quand même mes données. J'ai mis mon email sur ce site. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que ça va sortir? Et là, je vois que ma donnée, donc mon email, a été compromis dans 6 failles de sécurité. C'est ce que me dit ce site. Et effectivement, cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu? Plusieurs tentatives de phishing. Donc on m'a dit, que j'allais regarder des films pornographiques et qu'il fallait que je contacte la brigade des mineurs, donc usurpation d'identité de la police nationale ou de la gendarmerie. J'ai reçu par téléphone un message de Netflix pour confirmer mes informations, donc ils essayaient de me voler mes identifiants et mots de passe. J'ai également reçu une information d'un transporteur, donc au moment de Noël, beaucoup de transporteurs, de faux messages de transporteurs pour avoir des données, me disant que j'avais reçu un colis alors que j'ai pas reçu de colis. Pas de commentaire. Parfait. Et le dernier reçu, donc tout ça c'était juste cette semaine, hein. Et le dernier que j'ai reçu, l'arnaque au CPF, donc compte de formation, donc on a tous reçu des appels CPF nous disant qu'il fallait utiliser rapidement notre compte. D'habitude, c'est plutôt par téléphone. Là, je l'ai reçu par email, donc c'est assez intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une réponse juridique qui a été apportée par notre gouvernement sur ces arnaques. C'est-à-dire qu'on a une loi qui a été adoptée en décembre qui dit que les entreprises n'ont plus le droit de nous solliciter ni par téléphone ni par mail concernant le compte de formation. Et c'est puni par la loi, mais pas au titre du droit pénal. Pour l'instant, ça va être puni au titre du droit de la consommation, et donc c'est la répression des fraudes qui va se charger d'enquêter là-dessus. Donc ça veut dire que typiquement, ce type de mail, je peux alerter la répression des fraudes. Une petite astuce technique, vous avez un mail comme celui-ci, vous recevez un mail, on parle de phishing, on parlait des choses qui peuvent arriver, vous ne savez pas, là vous prenez votre souris parce que le premier interlocuteur, c'est la personne qui va cliquer. J'ai jamais eu une souris d'ordinateur qui se déplaçait et qui s'auto-cliquait jusqu'à présent. Il y a bien forcément quelqu'un qui clique. Bon, pour savoir si vous recevez un mail d'où il vient, posez simplement votre petit curseur. Alors c'est peut-être bête ce que je dis, mais la majeure partie des gens ne le savent pas. Avant de cliquer, quand vous avez un doute, vous posez votre curseur sur le lien et vous voyez la longueur du lien. Ça vous donnera déjà. Vous recevez un mail d'un ami, au fait, je suis dans tel pays. Tiens, regarde les dernières photos que je t'envoie, mais clique sur le lien pour les avoir. Pour les entreprises, la dématérialisation va être un vrai danger. C'est veuillez télécharger votre facture en cliquant sur ce lien. Il suffit que vous vous déplacez, vous mettez le curseur de la souris sur ce lien, vous apercevez que ça renvoie vers un site, mais pas forcément le site de votre fournisseur que vous connaissez habituellement. Donc ça, ou d'entrée, ça devrait vous alerter. Donc ce sont des petits détails que vous pouvez transmettre à vos collaborateurs pour éviter qu'eux-mêmes cliquent dessus. Donc, par rapport à ce mail, l'entreprise qui m'a envoyé ce mail risque 375 000 € d'amende en tant que personne morale. Si vous recevez un mail, si vous avez appelé, si vos données ont été compromises, surtout ne donnez pas d'informations personnelles, changez votre mot de passe au compte CPF, et pour le compte CPF, il y a une plateforme dédiée pour signaler les arnaques. Donc de plus en plus, on va avoir des réponses pratiques. Le gouvernement a mis en place des réponses pour signaler des plateformes, pour signaler toutes ces arnaques. Alors, le panorama des cybermenaces, on l'a déjà vu, aussi bien par Marc que par Gwenaël. On a les mêmes sources avec Gwenaël, c'est-à-dire cybermalveillance. Sur ce diaporama, je vous ai mis à chaque fois des liens vers la page de cybermalveillance qui ressemble à ceci. Donc, sur cybermalveillance, vous allez avoir une information sur qu'est-ce que l'hameçonnage, par exemple, que faire si vous êtes victime, quels sont les moyens de prévention et également quelle est la sanction apportée par la loi. Je reviens juste là. Sachez juste qu'il y a des réponses juridiques. On a tout un corpus de textes, alors pas forcément très cohérent, mais qui a été rassemblé dans un code de la cybersécurité et qui montre que chaque infraction a une réponse. Il est nouveau, hein ? Oui, il est nouveau. C'est important ce code parce qu'effectivement, il y avait un petit peu un vide juridique. Aujourd'hui, le fait que ce code de la cyber est sorti, ça permet quand même de cadrer certaines choses. Principalement, je vais pas un petit peu les citer, mais c'est-à-dire que tous ceux qui font de l'informatique, vous avez une responsabilité. J'insiste,
Les prestataires informatiques ont une responsabilité aujourd'hui qui, avec ce code, va pouvoir éclairer. Alors, il est chargé de texte, il est chargé de beaucoup de choses. Il y a la cyber, il y a pas mal de choses, il y a les douanes, il y a un peu de tout. Mais au moins, il a au moins l'objectif de dire maintenant, il existe. Bon. Ceux qui sont pas vigilants, ben, ils peuvent être face à ce code de la cyber dans les années qui vont venir, parce qu'il y a des, et on en a parlé tout à l'heure, mais on verra qu'il y a beaucoup d'organismes de l'État. L'État a mis gros, dans des campus cyber, avec des gens très compétents, des collaborateurs, des collègues de travail, que ce soit gendarmerie ou service de police, qui sont très compétents et qui pourront vraiment aider. Par contre, je reviens sur le cybergoût de malveillance. C'est vraiment un site très bien. Pourquoi? Parce que il est clair, il est précis, il s'adapte à tous les langages, que vous soyez novice ou informaticien. D'ailleurs, je poserai une question, je vois beaucoup d'ordinateurs allumés. Qui est en mode admin ou en mode utilisateur? Sur les PC, vous êtes comment? Utilisateur. Sûr? C'est l'utilisateur, parce que là, il y a Zoom dessus. Donc, c'est large. Voilà. Donc, vous verrez que il y a des fascicules qui sont très bien, mais qui vont aussi alerter. Parce que c'est pas parce qu'on est informaticien qu'on maîtrise qu'on peut se permettre d'avoir tout ouvert. Et là, c'est la première erreur. Hein. Et l'attaque par rebond, elle vient aussi par justement ce type de service de prestataires qui pensent maîtriser tout et qui maîtrisent pas grand-chose, parce que nous, on les voit dans les enquêtes, dans la récolte des données. Mais ce site est vraiment particulièrement bon parce qu'il est vraiment très précis, avec un langage simple. Ah non, n'hésitez pas à y aller. C'est une ressource de renseignement. Non, je partage cette Je fais caméra. pas de cinéma. Donc prévention, on l'a vu aussi par tous les intervenants, je crois, les bons réflexes, les mots de passe, les sauvegardes, les mises à jour, les antivirus. C'est à peu près les mêmes réflexes qu'on doit avoir quand on est en entreprise et quand on est en particulier. En entreprise, Gwenaël a insisté sur d'autres obligations ou réflexes comme la cartographie de son SI. Pour les entreprises, on a un autre site qui est plutôt plus fourni et plus dédié aux entreprises, c'est celui de l'ANSSI, notre cybergendarme. Peut-être quelques mots sur les mots de passe qui sont quand même le point d'entrée. Les mots de passe, j'entends beaucoup de choses. Les mots de passe, il faut qu'ils soient uniques, mais à l'application, pas uniques à l'utilisation. C'est pas, je vais pas avoir un mot de passe pour mon PC, le même mot de passe pour ma banque, le même mot de passe pour, hein. Alors vous allez me dire, mais comment je vais faire? On l'a cité tout à l'heure, j'ai vu un coffre-fort électronique. Vous retenez qu'un seul mot de passe. Le coffre-fort électronique, c'est la sécurisation. C'est un gros coffre, hein, vous mettez tous vos mots de passe dedans, mais au moins, ça sera facile. Mais si vous mettez des mots de passe trop courts, je vous donne une idée, un mot de passe de 8 caractères, avec une commande PowerShell, on fait péter ça en moins de 30 secondes. Et je suis gentil, on n'était pas en forme ce jour-là. D'accord? Donc, aujourd'hui, un mot de passe, c'est minimum 12 caractères. Quand je dis 12 caractères, c'est alphanumérique, des signes spéciaux. Pensez à des choses, peut-être, je sais pas, moi, un lieu de rencontre que vous connaissez, et vous prenez la première lettre, etc. Évitez, bien entendu, les dates de naissance. Alors, je vous donne l'info. Je crois que le mot de passe, mon collègue de Cybermalian, le number one du mot de passe qui revient tout le temps et qui fait, je crois que c'est pas Loulou 75 ou Doudou. Toulouse, c'est Loulou ou Doudou. Ouais, Et on le retrouve toujours dans les mêmes actions de piratage. Donc, mot de passe complexe, vous augmentez votre sécurité. Je reviens sur la sauvegarde pour les entreprises. C'est le seul moyen, j'insiste bien, c'est le seul moyen aujourd'hui pour une entreprise de redémarrer. Vous pouvez avoir les meilleurs systèmes. Si vous n'avez pas de sauvegarde, qui sont déconnectés, qui sont contrôlés. Je vois beaucoup d'entreprises qui disent, ne vous inquiétez pas, on a les sauvegardes. Ok. On injecte les sauvegardes. Bien souvent, ils sont injectés trop rapidement. C'est-à-dire sans vérifier que l'ensemble de l'infra, elle n'est plus sous contrôle du pirate. On injecte, c'est double effet qui se coule. Donc, une sauvegarde, elle doit être contrôlée régulièrement pour voir son efficacité. C'est-à-dire que si je redémarre sur un ordinateur neuf et que je réinjecte cette sauvegarde, qu'est-ce que je vais sauvegarder? Est-ce que c'est que les données? Ou est-ce que c'est que la data? C'est-à-dire, pardon, la data, les applicatifs, métiers? Ou c'est l'ensemble? Je vois beaucoup d'entreprises, rigolez pas, mais j'ai eu le cas sur des experts comptables récemment, ils avaient tous les outils métiers, mais par contre, les données n'étaient pas sauvegardées. Ils sont en train de s'amuser à tout ressaisir, les 10 ans d'archives, bonjour. D'accord? Donc, quand vous êtes en pleine période fiscale, parce que moi j'ai le titre de coordinateur zonal, mais je suis président de filiale. D'accord? Donc, je sais ce que c'est qu'une entreprise. Donc, de l'autre côté, quand vous avez des sauvegardes, c'est la profondeur de sauvegarde. Aujourd'hui, l'ANSSI l'a prouvé sur une enquête, ça faisait plus de 8 mois qu'un hacker était dans le réseau. Donc, il a le temps d'observer tout le fonctionnement de votre infrastructure. La totalité. Et ensuite, il appuie sur le bouton quand il a envie. Faut pas oublier. Vous pouvez pas forcément savoir quand il sera là.
Aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui sont d'une compétence extrêmement puissante. Ce sont des organisations mafieuses. J'insiste bien là-dessus. Le mot est pas choisi à la légère. Mais soyez vraiment vigilants. La sauvegarde, c'est c'est vraiment ce qui va vous rester pour pouvoir redémarrer rapidement l'entreprise. Donc, gardez au moins un an de sauvegarde. C'est la profondeur. La profondeur, c'est si vous avez, suivant les données que vous avez, ça va être une sauvegarde journalière, une sauvegarde à la semaine, une sauvegarde au mois. Mais pourquoi? Parce que peut-être que celle-ci sera vérolée, celle-ci, il y aura quand même des traces, et celle-ci, elle sera peut-être saine. Alors peut-être pas tous les données, mais on remonte une sauvegarde saine pour redémarrer. Le but de l'entreprise, c'est de redémarrer rapidement. L'outil de la production, le lien des fournisseurs, le lien des clients, le respect des commandes. On parlait d'image de marque. Une entreprise qui peut pas redémarrer, la dernière, c'était 64% de son chiffre d'affaires envolé. On a eu Clestra, le fabricant de cloisons, qui est parti en redressement judiciaire suite à une attaque. Camailleux, ça a précipité aussi. C'est pour des raisons de ce genre? Oui. Ça a précipité, on va dire. Il n'est pas très bien, mais ça aide bien en tout cas. Donc une entreprise qui est un petit peu en difficulté financière, avec une trésorerie un peu faible, ça peut arriver, hein, c'est pas une honte aujourd'hui d'avoir une trésorerie faible. Hein. Par contre, vous subissez une attaque, vous faites comment? Si vous êtes déjà là, vous êtes dans le rouge, vous allez voir votre banquier, vous dites non, c'est-à-dire tout perdu, t'as perdu toutes tes données avec quoi? Qu'est-ce qui fait la valorisation d'une entreprise? C'est pas les bureaux, hein, c'est pas les super ordinateurs, hein, c'est pas vos voitures et puis vos téléphones, c'est la data, c'est la donnée d'entreprise qui fait la valorisation d'entreprise. Un bureau, ça se remplace, un immeuble, ça se remplace. Ça, c'est la partie de votre assureur. Mais la donnée d'entreprise, c'est pas votre assureur qui va vous la rembourser. Hein, c'est à vous de la protéger. Vous êtes chef d'entreprise ou même particulier, vos données à vous, c'est-à-dire votre vie privée, c'est à vous de la sécuriser. Ça, c'est vraiment important. D'où la stratégie française de renforcer tout ce qui est formation. Donc on a un grand plan stratégique, tant au point européen qu'au point français, pour renforcer la cybersécurité en France. Donc là, je vais parler d'abord de la France, et notamment le développement de solutions souveraines, la création des campus cyber dont on a déjà parlé, des actions de sensibilisation, des renforcements de formation. Je vous ai mis un lien vers une formation gratuite, gratuite financée par l'État, de l'AFNOR pour un premier niveau de cybersécurité. Vous avez aussi dans le plan France Relance un volet cybersécurité. Vous avez la création de ces CIRT. Il y en a un qui est en cours de création en Occitanie, Occidoc, je crois. Cyberoc. Il est opérationnel. Ah, il est opérationnel. On a le label Expert Cyber qui va permettre d'identifier les professionnels de la cyber. Donc c'est un label qui est délivré par l'ANSSI. Je crois que Orange a plusieurs labels là-dessus. Donc on va aller vers des prestataires plutôt qui sont certifiés par l'ANSSI pour être sûr de son prestataire, qui fasse pas n'importe quoi, qui rentre pas dans nos systèmes sans un encadrement juridique bien entendu, mais aussi avec une certaine éthique. Et derrière, un système au niveau sécurité assez important. On a pas mal d'autres choses qui sont mises en place, et notamment pas mal de plateformes. Donc ça, peut-être, je vais laisser parler des différentes plateformes mises en place par l'État. Une qui est pas trop police, on va dire, c'est contre le démarchage abusif. Vous pouvez vous inscrire sur Blocktel. Donc moi j'ai mis tout le monde, mon père, ma tante, mes enfants, etc. Donc on va sur le site Blocktel, on met son numéro de téléphone et normalement ça empêche le démarchage téléphonique. Puisque la loi a dit que les entreprises qui nous démarchent doivent d'abord interroger cette base avant de démarcher. Donc si vous êtes démarché alors que vous êtes inscrit sur cette base, votre numéro de téléphone, vous dites je suis sur Blocktel, vous n'avez pas le droit de me contacter, normalement il raccroche. Parce qu'il y a une grosse action derrière de poursuite. Ça marche pas trop mal, moi j'ai trouvé, j'ai moins d'appels depuis que je suis sur Blocktel et mon père en a plus du tout, donc c'est pas mal. On a coupé la ligne. Alors effectivement, le gouvernement a mis plusieurs systèmes qui permettent de travailler. Alors, je vais éclaircir. Alors percevage, vous verrez avec votre banquier, c'est très bien, c'est la protection de la carte bancaire. Je reviendrai juste une petite parenthèse. On parlait de la gestion des emails. Si vous avez l'habitude de travailler sur Internet pour commander sur Internet, qu'est-ce qui vous empêche de créer une adresse mail qui est autre que votre adresse personnelle ou l'adresse du travail? Vous créez une adresse bidon sous bouton mail ou autre chose et vous utilisez cette adresse mail que pour acheter. Comme ça, tous les spams arrivent là-dessus et vous évitez de polluer l'entreprise, vous évitez de polluer votre propre adresse mail et ça vous permettra d'avoir une sécurité supplémentaire. C'est par les usages. Voilà, faut vraiment séparer. Je vois souvent dans les entreprises, dans les enquêtes, ah oui, mais j'ai cliqué, mais bon, j'étais sur mes comptes et puis voilà. Donc, et la problématique, il y a un problème aussi du jurisprudence là-dessus. C'est-à-dire que si un salarié se fait hacker
ses comptes par utilisation de l'outil de travail, il peut même se retourner contre l'employeur. C'est sympa, c'est double effet qui se coule. Ah oui, l'employeur a l'obligation de sécuriser les données. Donc, c'est particulier, c'est particulier. Donc, soyez quand même un peu vigilants. Ne mélangez pas les deux. Vous êtes au travail avec votre outil de travail. Votre outil de travail, il appartient à l'entreprise. Ok, on vous le passe, mais il appartient à l'entreprise. Le problématique, lorsqu'il y a eu le Covid, hein, on a ouvert les barrières de sécurité, tout le monde a travaillé en télétravail, sauf qu'on a oublié de refermer les barrières, et c'était la panacée. Alors certains travaillaient dans l'entreprise avec du TSE, avec l'ordinateur personnel qui n'était pas sécurisé, il n'y avait pas d'antivirus, les Wi-Fi ouverts qu'on avait partagés à toute la famille et tous les copains, donc je n'explique pas, c'était Beyrouth dans les entreprises. Et nous, les enquêtes, on fait comme ça. D'accord? Donc au bout d'un moment, je dis aux gens qu'on rencontre, quand vous venez porter plainte, sachez que c'est trop tard. Et que nos services de police ne sont pas là pour faire de la remédiation. On est là pour faire de l'enquête. Direction centrale à la police judiciaire. Qui dit police judiciaire dit enquête pénale. Enquête police judiciaire. On n'est pas là pour vous aider à remédier votre entreprise. Souvent on dit, mais vous allez nous aider, hein? Non, on va dire enquêter, il y a pas mal. D'accord? Alors, Thésée, c'est une plateforme, mais réservée aux particuliers. Ce n'est pas fait pour les entreprises. Thésée, c'est du signalement en ligne pour les particuliers. Il y a beaucoup d'entreprises qui confondent et ils nous envoient, puis derrière ils se font retoquer parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un cabis, il y a plein de trucs. C'est pas fait pour ça. Pharos, c'est du signalement sur tout ce qui est illicite, signalement en ligne. Vous voyez des choses qui se passent pas bien sur Internet, vous allez le signaler. Après, signal spam, bah c'est pareil. Vous recevez un spam, vous très bien copiez le lien, copiez. Alors cliquez pas dessus, hein. Vous faites un copier-coller, vous le voyez et vous le mettez sur ce site-là qui marche très bien. Les violences numériques 3018. Alors, No More Ransom. Oui et non. No More Ransom, c'est un site web qui permet d'avoir des clés de déchiffrement. Il faut savoir, et j'ai bien aimé ce qu'a dit, rappelez-moi ton prénom. Gonaël. Les outils de déchiffrement peuvent fonctionner sur un type de ransomware, mais ce ransomware a été modifié. La première fois, pour vous expliquer un peu rapidement, le Covid, lorsqu'il est arrivé, tout le monde l'a pris. On est d'accord? Aujourd'hui, dans la salle, personne n'a le Covid. Il y a un monsieur qui arrive, un personnage quelconque, rentre dans la salle. Demain, on est tous contaminés. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord? Un pirate, c'est ça. Donc, par contre, pour revenir à ça, No More Ransom, c'est un système qui va vous donner des clés. Mais elle ne marche pas tout le temps. Parce que la source du ransomware a été modifiée. Le code source a été modifié et ça fonctionne pas tout le temps. Alors, croyez-moi que je les télécharge un par un, je m'y amuse à les tester sur certains trucs et en général, j'en ai pas un qui a vraiment fonctionné. Pourquoi? Parce qu'un pirate n'est pas fou. À partir du moment où je sais qu'on a trouvé la clé, il va modifier son système pour bloquer. Aujourd'hui, je vous rassure, si vous prenez un ransomware, les clés étaient il y a 2 ans en arrière, 3 ans, on était à 6-8 caractères. La plus longue que j'ai vue, c'est 72 caractères. Je peux vous garantir que c'est du impossible. Et nous, on a mis des gros moyens avec des ordinateurs très particuliers qui tournent d'une puissance phénoménale. On part pour plus de 200, 300 ans, il faudrait toute une vie. Donc aujourd'hui, l'anticipation, votre anticipation de la façon dont vous vous comportez chez vous, la façon dont vous allez vous comporter en entreprise, permettra de sécuriser. C'est vraiment le premier but. Et un numéro de téléphone, info escroquerie, où là vous pouvez dire ce qui vous est arrivé et on vous orientera vers le bon service. Il faut 16 bits. Pardon? Il faut 16 bits. J'ai pas entendu. Il faudrait 16 bits, c'est besoin. On est bien au-dessus. Non, mais nous, pour un particulier, 16 bits, c'est pas mal. Non. On va pas les joindre. Donc réponse juridique au niveau européen, c'est pris à bras le corps au niveau européen. Donc on a toute une série de réglementations qui arrivent et qui sont, alors on n'est plus sur le même paradigme, si vous voulez. Là, on parle de résilience. Comment on va résister? Comment on va mettre en œuvre tous les moyens pour mieux résister à la menace cyber? Et là, on va avoir des textes pour renforcer au niveau de l'Union européenne, des institutions elles-mêmes. On va renforcer aussi les obligations de sécurité au niveau des entités essentielles et importantes. On va renforcer au niveau des entités critiques, au niveau du secteur financier, de l'ensemble des organismes, ça on l'avait déjà avec des obligations de sécurité au niveau européen, et également au niveau des objets connectés. Donc, ce qui va nous concerner le plus en tant que particulier, ça va être plutôt les obligations des constructeurs sur les objets connectés. Donc ça, c'est encore en stade de projet.
où tous les constructeurs vont devoir renforcer la sécurité de leurs appareils. Objet connecté, très simple, hein. J'en ai une au bout de poignet. Qui n'a pas aujourd'hui une petite watch, une petite Apple Watch ou des montres connectées? Si vous pouvez savoir ce qu'on peut faire avec ça, c'est magique. On peut savoir exactement partout où vous avez été. On peut recenser vos appels téléphoniques, vos SMS, les mails reçus, les mails envoyés. Ça a une mémoire, on sait extraire des données là-dessus. Donc, soyez vigilants. Quand je vois des gens qui me disent, mais je sais pas comprendre, j'étais dans tel pays, il m'est arrivé ça. J'avais l'impression qu'ils savaient exactement. Aujourd'hui, faut pas oublier que ces gens-là ont des outils très performants. Je vais pas vous dire lesquels, hein, je suis pas là pour vous donner des solutions, mais faudrait pas que ça donne le goût à certains de dire pirates, finiront dans nos bureaux. Mais soyez vigilants quand même. J'ai bien aimé pour la caméra. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait violer leur vie intime par la visio. Il y avait une marque, je vais pas la citer parce que c'est pas bien. Une marque du pays du soleil levant, voilà, pour pas la citer, qui avait une sacrée faille de sécurité. Sauf que les entreprises ont acheté ça parce que c'était pas très cher. Par contre, connecté sur un réseau en live, je dis bien en live sur le réseau, voilà comment on peut se faire pirater bêtement. C'est-à-dire, en plus, on connaissait qui était là ou pas. Donc, ils avaient l'image, le son et le numérique. Donc, soyez vigilants sur tout ce qui est moyen connecté. Hein, c'est quand même un point faible. Et justement, cette réglementation va obliger par défaut à sécuriser ces appareils. Donc, admin, mot de passe, ça va changer. Ils vont être obligés de publier les failles de sécurité, d'alerter les personnes qui ont acheté sur les failles, de leur dire attention, on a une faille, mettez à jour directement. Donc, ça va plutôt dans le bon sens, tant au niveau des constructeurs que des entités, que des organismes, qu'au niveau de l'État. Donc, à tous les niveaux, on a un renforcement. Et on a un renforcement aussi des mesures collectives. Toujours pareil, on va essayer de financer la recherche pour lutter contre tout ce qui est cybermenace. On va renforcer tout ce qui est formation. Donc, beaucoup d'argent sera mis en place sur les formations. Donc, on a tout un réseau d'entreprises qui vont essayer de former les particuliers et les professionnels aux bons gestes. Tout ce qu'on a vu, mais répété encore et encore. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Et c'est pas nouveau, on a une réglementation en France. On me demandait quelle était la réponse juridique. En fait, depuis 78, avec la loi informatique et liberté, en France, on est assez bien protégé et les entreprises ont des obligations. Vous leur confiez vos données, elles ont l'obligation de sécuriser ces données. C'est pas nouveau. Ça a été renforcé au fil des années et notamment en dernier lieu par le RGPD qui date maintenant, qui est entré en application en 2018. Donc, toutes les entreprises doivent mettre en place les mesures de sécurité appropriées pour protéger les données. C'est la contrepartie du fait que les données circulent librement au sein de l'Union européenne et que vous leur confiez les données. Ça veut dire aussi que par défaut, tous les produits et tous les services doivent être sécurisés. Ça veut dire aussi qu'ils ont l'obligation de notifier les failles de sécurité. Si jamais leurs produits, il reste un risque pour les personnes, ils ont l'obligation de faire des analyses de risques. Quels sont les risques résiduels qui restent pour les personnes? Et si jamais il en reste trop, ils doivent voir avec la CNIL pour autoriser le traitement. Et bien entendu, il y a l'aspect dissuasif, beaucoup d'amendes si jamais on ne respecte pas. Non. Sachant que les amendes pour la sécurité, ça va jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Et au niveau pénal, 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Ça, c'est juste pour l'aspect sécurité, puisqu'il y a d'autres sanctions, ça va plus loin, ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Alors, ce qui est important, le RGPD, ça concerne si vous êtes dans la communauté européenne. Donc, si vous stockez vos données en dehors de la communauté européenne, sur des serveurs en dehors de cette communauté européenne, qui, eux, ne sont pas assujettis à respecter la RGPD. Donc, réfléchissez aujourd'hui où sont stockées mes données. On ne peut pas le savoir. Si, bien sûr, c'est à vous, monsieur. Attendez. Alors, je stocke des données, je suis commercial. Ah oui, je le fais bien. Hein. Je vous garantis, monsieur, chez moi, les données sont sauvegardées. Si vous devez impérativement savoir où sont stockées vos données. Si ces données sont stockées, on l'a vu dans de nombreuses enquêtes, les stockées sont transmis d'un serveur à l'autre, c'est-à-dire d'un prestataire à un autre, puis d'un seul coup, ils quittent la communauté européenne. D'accord? Donc, soyez quand même, vous devez, même quand vous signez un contrat, quand vous hébergez, quand vous choisissez un hébergeur pour vos données, assurez-vous que leur serveur rentre bien dans la communauté européenne. Sinon, l'applicatif de la loi ne pourra pas s'y faire. Et en plus, côté juridique, c'est-à-dire enquête policière. Avec certains pays, on a des accords, avec d'autres, c'est compliqué. Bon, pas du tout. Donc, aller demander à un pays
où il fait très très froid en ce moment, très grand, de participer, de collaborer avec nous, la porte va être très, très vite close. Donc, c'est quand même à vous, les données appartiennent à votre entreprise. Donc, vous avez travaillé pendant 10 ans à créer une entreprise, et vous allez confier vos données à quelqu'un que vous ne savez pas, dans je ne sais pas quel pays, et ensuite vous allez venir au commissariat et dire oui, mais on s'est fait pirater comme ça, comme ça. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que je stocke mes données dans un cloud qu'elles sont forcément sécurisées. Je rappelle à tout le monde que sur les contrats, ce qui est écrit en tout petit, nous ne sommes pas responsables de vos données, c'est une vérité. Je vous loue un garage, vous y mettez votre voiture, elle prend feu votre voiture, je m'en fous, pas mon problème. D'accord? Je suis clair, hein? C'est pas mon problème. Moi, je vous ai loué un garage, il y a 4 murs, vous mettez votre voiture dedans, c'est une Ferrari à 200 000, la voiture brûle, elle est en ruine, elle est en cendre, c'est pas mon problème, vous pouvez pas m'attaquer. Moi, je vous ai loué un box, il est fonctionnel le box? Oui. Vos données, vous avez perdu? C'est ça qu'on vous répondra, d'accord? Il y a un exemple d'OVH, quand il a brûlé, ceux qui les ont perdus leurs données. Hein. Donc, prenez un peu de temps avant de signer des choses. En prenant l'exemple d'OVH, moi, mon logiciel métier est hébergé chez OVH, donc les serveurs vont brûler, et j'ai été touché. Effectivement, j'ai 2 dossiers clients qui ont disparu du cloud de mon prestataire métier. Donc heureusement que j'avais des sauvegardes. Sur le territoire français. Oui, là c'est un problème matériel. Il y a des actions qui sont en cours. Mais l'entreprise avec laquelle je travaille ont aussi l'obligation de sécuriser les données. Vous me confiez vos données pour que je traite votre problème juridique. Je dois choisir des prestataires qui apportent des garanties suffisantes. Et je suis responsable de mes prestataires. Donc j'ai perdu les données de mon client, j'en suis responsable et il peut m'attaquer à ce titre-là. Moi j'avais pris quelques mesures de sécurité puisque j'avais fait des sauvegardes, donc j'ai rien perdu. Par contre, ça peut arriver. Donc on a l'obligation de conclure un contrat avec tous nos prestats. Un contrat assez bien encadré. Et si jamais les données sortent de l'Union européenne, on est obligé de vérifier aussi ces transferts. Donc soit ça sort vers un pays qui est considéré comme adéquat par l'Union européenne, par la CNIL notamment, où on a une carte sur le site de la CNIL et ça va, soit c'est un pays qui n'est pas adéquat, et là ça va être plus compliqué, on va utiliser d'autres outils. Mais cette traçabilité, on n'a pas tout le temps, quand même, c'est difficile à trouver. Alors les entreprises ont l'obligation de dire si elles transfèrent ou pas. En tant qu'entreprise, on a une obligation de dire est-ce que nos données sont, enfin est-ce que vos données, pour le coup, sont conservées ou non au sein de l'Union européenne. Dès lors que je sors de l'Union européenne, j'ai l'obligation, notamment dans les politiques de confidentialité des sites, de le mentionner. C'est une obligation d'information. Donc vous, dans votre cas précis, vous aviez vos données chez OVH, français. Mais vous l'aviez aussi doublé par une sécurité personnelle. Disque dur, oui, un disque dur externe. Voilà. Oui. Alors, je sais pas si tu vas le traiter après, je reviendrai sur 2 petits points. J'ai entendu parler tout à l'heure de 2 choses. Le Darknet. Je vais pas me faire un copain, mais on m'a s'aimer. Alors, il a raison, c'est une vraie source d'information. Monsieur Castex, j'ai apprécié votre discours et vous avez entièrement raison, puisque le Darknet a été créé par les Amerlocs, au tout début, pour faire passer beaucoup de choses. Donc, effectivement, par contre, je mets vraiment un gros bémol, pour ceux, comme l'a dit Monsieur Castex, savent utiliser les outils adaptés, et encore, on peut être tenté pour faire des choses. Il faut savoir que de l'autre côté, vous avez une pyramide de voyous qui vous attendent, pont-levis ouvert, pas baissé, pardon, qui vous accueilleront, mais vous le verrez pas. Et vous pouvez être tenté aussi voilà, parce que l'humain est curieux. Hein, vous avez, tiens, qu'est-ce que c'est les stupes? On va être un peu dans le trafic d'armes. Puis à ce coup, vous allez tomber sur de la pédopornographie. Et là, vous allez tomber sur nos réseaux à nous. Et puis nous, on va vous dire taper à 6 heures du matin, vous allez voir que ce sera beaucoup moins drôle. Donc soyez quand même vigilants, parce que j'entends souvent des gens qui disent comment je peux aller sur le Darknet. Moi, je vous donne un conseil, évitez d'y aller. Parce que il y a toujours plus malin sur Internet, même si ceux qui maîtrisent le dark, et j'en connais qui maîtrisent, et croyez-moi, j'en connais peu qui le maîtrisent vraiment, hein, j'ai 2-3 collaborateurs, parce que c'est leur fonction, ils ne font que ça chez nous, et je vous garantir que il y a des fois on peut vite se faire avoir. Il faut tout un montage spécifique, il faut un matériel vraiment spécial, il faut savoir l'utiliser, il faut avoir sécurisé et blindé. Mais aller aujourd'hui sur le Darknet, je vous garantis, c'est se faire pirater en moins de 4 secondes. Donc si vous voulez perdre votre identité, perdre votre famille, votre entreprise, vos comptes bancaires, allez-y, c'est gratuit. Mais vous allez voir, mais par contre, quand vous allez venir chez nous pour porter plainte, comment vous étiez, j'ai été sur le Darknet, et qu'en extrayant, c'est-à-dire on va extraire les données de votre PC, qu'on s'aperçoit que vous n'avez pas été que sur le Darknet, mais sur des sites qui sont pas forcément recommandables, les questions vont pas être les mêmes. Donc, je vous encourage pas à y aller, même s'il y a vraiment des sources de données,
très particulière, dont on tirera les noms et on tirera les informations. Concernant le système test d'intrusif, oui et non. Alors, il y a beaucoup de jeux de société, c'est à la mode en ce moment, cyberdéfense on le dit, bon, cyberdéfense, je suis d'accord, les tests intrusifs. Par contre, on s'est aperçu dans des différentes enquêtes actuelles que vous avez des gens qui se sont fait passer, ils sont rentrés travailler dans une société qui fait des pentests, payés par des gens pour aller espionner un concurrent, récupérer les données et ensuite démissionner. Donc, moi, je veux bien le pentest. Pentest, déjà, faut savoir que c'est intrusif, c'est du pénal, hein. À partir du moment où vous rentrez, alors on me dit oui, mais bon, j'ai signé un contrat, machin, ceci, t'as vu, c'est blindé, c'est signé, ils se sont engagés, très bien. Mais quand vos données, elles sont parties et que vous avez travaillé, on parle de Dassault, on parle d'Airbus, on parle d'Areva, on parle de gens qui travaillent dans le nucléaire ou des choses très précises. Certains ont perdu des projets pharaoniques en moins de 3 mois. Je vous donne une idée, on a perdu les sous-marins il y a quelque temps. D'accord? Bon. On a une petite idée. Donc, et des entreprises ont perdu des gros marchés, des entreprises de BTP, par exemple, ont perdu aussi des gros marchés. Comme ça. Non, le pentest, c'est rentrer, et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle les audits de maturité de sécurité, sans forcément être intrusif. Ou si vous choisissez l'entreprise, assurez-vous qu'elle correspond bien à des critères très précis, et que celui qui vient, pas celui qui vous fait signer le contrat, celui qui vient, quel outil? Nous, on a vu des gens qui utilisaient des logiciels Nearsoft, par exemple. Hein, je veux que ça sourit par là, donc certains les connaissent. Donc moi, je trouve ça honteux d'utiliser ce type de logiciel pour dire, bah voilà, je vous ai fait un test intrusif pour montrer que votre système n'est pas bon. Et derrière, facture à mort. Puis quand l'entreprise a perdu ses données et que derrière, comme par hasard, quelques mois après, elle se fait pirater, elle s'est auto-fait pirater. Précision. Donc, soyez vigilants sur qui vous laissez rentrer. Entièrement d'accord, vous rentrez un collaborateur. On ne contrôle pas un collaborateur quand on est fâché avec lui, on le contrôle quand il rentre dans l'entreprise. On lui donne pas tous les droits, on lui donne des outils qu'il a besoin, etc., etc. Donc, vraiment, la vigilance, elle vous appartient. En priorité. Avant qu'elle appartienne aux pirates. Donc ces obligations-là, ces mesures de sécurité sont des obligations. Et d'ailleurs, la CNIL le rappelle régulièrement. La CNIL a fait un guide à l'attention des entreprises sur la sécurité. L'ANSSI fait toujours des guides sur la sécurité, sur les habilitations, sur les travailleurs qui vont à l'étranger. Vous avez les liens, je vous ai mis tous les liens en fin de présentation. Mais sur chaque cas de figure, il y a des mesures de sécurité, il y a un état de l'art que l'entreprise a l'obligation de respecter. Et elle se fait condamner assez régulièrement pour des problèmes de sécurité. D'ailleurs, en ce moment, c'est beaucoup des problèmes de sécurité. On enlève tout ce qui est condamnation pour les cookies qui sont mis sans consentement. Sinon, c'est beaucoup de sécurité. Donc, j'ai trouvé cette année un cabinet d'avocats, un petit cabinet d'avocats. Son système informatique était vulnérable. Il s'est pris une sanction de 60 200 €. Un groupe hôtelier, mot de passe trop faible, une compagnie d'assurance, les données étaient accessibles sur le web, un éditeur de logiciels pour des labos où les données, un problème de serveur, de transfert de données qui était ouvert. Toutes les données des patients ont été divulguées. Donc les sanctions. Petite parenthèse, il y a des entreprises ici, au sein du. Non, vous êtes tous à la retraite. Bande de vénards. Mais il faut évangéliser les entreprises. Non, il y a quand même des entreprises ici. Je vous donne une idée. On parle de la condamnation. Voilà. Il faut savoir que quand vous payez une condamnation de 67 000 €, ça va où sur votre ligne de bilan? Non, perte et profit. C'est vos résultats nets là. C'est vos résultats nets. Donc votre marge est affectée. Vous avez là, le groupe hôtelier, 600 000 €, 600 000 € en moins sur votre bilan. Je vous garantir que la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire que la note CAF bancaire va chuter de l'année d'après. C'est-à-dire plus de ligne de crédit, perte de confiance, parce que vos fournisseurs sauront aussi que vous étiez en haut en termes de chiffres. Par contre, vous êtes complètement en bas en termes de rentabilité. Parce que quand il faut sortir 600 000 € d'une amende, il faut combien de marge pour faire 600 000 €? Et pendant combien de temps? Il faut savoir qu'une entreprise aujourd'hui qui se fait pirater, c'est entre 3 et 7 ans pour se redresser. Ça vous donne une petite idée. Donc, plus vous allez anticiper à protéger vos données pour éviter de vous faire condamner, et plus vous allez anticiper pour éviter avec des systèmes de sécurisation et de la sensibilisation auprès de vos salariés, et vous éviterez des pertes parce que vous allez travailler pour payer une amende, c'est quand même dommage. Moi, je l'ai compris quand j'en avais marre de payer des points. J'ai fait le calcul un jour sur 10 ans, je crois que ça m'avait coûté plus de 15 000 €. À 15 000 €, je serais parti en vacances.
Bon, par exemple, voilà. Oui, je suis pas. Vous savez, quand un radar me voit, il ne sait pas, tiens, on le connaît, celui-là, on le laisse passer. Hein. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû changer ma façon de conduire. Non, mais. Et je l'ai fait. Et ben aujourd'hui, je fais des économies. Et avec ça, je pars en vacances. C'est pas merveilleux. L'entreprise, c'est pareil. Donc toutes les informations qui ont été évoquées aujourd'hui sont disponibles dans les sources. J'ai mis une tonne de sources vers lesquelles vous pourrez vous référer et évangéliser vos amis, les entreprises, vos enfants, vos parents. Évangéliser, former, parlez-en de la sécurité et protéger vos données. N'hésitez pas, alors j'aime bien ce que vient de dire Marine. Marine, je vais y arriver, je mélange les prénoms. Je ne mettrai pas. Quand on parle d'échanger, échanger avec vos collaborateurs, échanger avec vos familles, échanger aussi avec vos enfants. Je sais pas si vous avez entendu, une gamine de 11 ans, entre Noël et Nouvel An, qui s'est quand même jetée par la fenêtre. Ouais. Alors moi, ça, je le prends très au sérieux. Je vois beaucoup de parents qui laissent la totalité de connexion de leurs enfants. Oh, monsieur, si bien, je contrôle tout. C'est pas vrai. Vous contrôlez que dalle. Vous contrôlez que dalle. Les parents contrôlent que dalle. Bon, moi, ma fille malheureusement, elle était bien à la bonne école, mais on voit aussi comment les enfants peuvent déjouer. Moi, j'ai souvent des enfants qui me disent bien, le code des parents, je l'ai. J'ai vu maman taper dessus, donc je sais faire. Donc, parlez-en avec vos enfants. C'est pas une honte de parler du harcèlement. C'est pas une honte de parler à vos enfants, clairement, parce qu'à l'école, ils prennent cher. Et on a beaucoup plus de gamins que vous me le pensez, et on en parle très peu en France, mais le nombre est énorme, le nombre de jeunes qui se jettent qui se suicident. C'est énorme. Et les conséquences derrière, il y a bien souvent, lorsqu'il y a une enquête qui est terminée, c'est du harcèlement. Mais un harcèlement tellement violent que une gamine de 11 ans se jette par la fenêtre, je peux vous garantir que je veux pas péter la soirée, mais parlez-en. C'est pas une honte de parler. À vos collaborateurs, mais je vous dis vraiment, Annecy, la CNIL, à merveille, c'est simple, mais échangez. Et puis évitez de prêter votre Wi-Fi à tout le monde quand vous avez des invités. On a eu le cas des petits malins qui ont utilisé le Wi-Fi de leurs cousins pour faire des choses pas très bien. Ah oui. Ben forcément, celui qui a été convoqué, c'est celui qui habite dans la maison. Alors, un petit truc sur le Wi-Fi. Quand vous partagez le Wi-Fi en entreprise, même chez vous, vous devenez fournisseur d'accès à Internet. On contredit, cyberdéfense, on valide? Je suis d'accord. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous êtes responsable quand vous prêtez votre code Wi-Fi. Vous êtes responsable à qui vous le donnez. C'est-à-dire si notre trésorier fait des bêtises avec mon code Wi-Fi, c'est pas lui qui va rendre des comptes. Ça sera moi. Et en entreprise, c'est pareil. Quand vous donnez un code Wi-Fi à vos clients, à vos fournisseurs, sans loguer tout ça, vous prenez un risque majeur. Donc, responsabilité pénale. Alors moi, je me suis retrouvée devant Adopi pour un de mes clients qui avait une entreprise qui avait donc laissé du Wi-Fi pour ses salariés qui ont téléchargé de manière illégale des fichiers, des films, etc. Et donc l'entreprise a été convoquée devant Adopi pour téléchargement illégal. C'est pas, maintenant c'est l'ARCOM, mais voilà. Donc ça arrive, même en entreprise. Et un hôtel. Pareil. J'ai entendu. Un hôtel. Alors. Il adore les hôtels. Moi, j'adore les hôtels. J'y suis régulièrement. Alors, bon, c'est un peu mon éthique. J'aime bien, moi, tout ce qui est interdit. D'accord? J'ai commencé très jeune là-dedans. Et je viens d'un milieu assez atypique et particulier. Quand je vois les hôtels, il y a deux choses sur les hôtels. Vous avez un Wi-Fi qui est pas protégé, qui est pas sécurisé. C'est pas parce que vous avez une page que vous faites ce que vous voulez, hein. Vous mettez le login, en général, sur votre nom, puis le numéro de chambre. Déjà, d'entrée. D'accord? Mais derrière, comme l'a dit, qui c'est qui l'a dit tout à l'heure? On ne sait pas qui est derrière. Je sais pas qui c'est qui l'a dit, c'est Orange. Hein. On ne sait pas qui est derrière. Aujourd'hui, vous prenez le train, domaine public, vous avez toutes les chances de vous faire pirater. Vous allez chez McDo, tout ce qui est Wi-Fi ouvert. Et j'ai vu que vous venez du Vanuatu, que je connais très très bien, parce que j'ai fait des choses sympathiques là-bas. Le Wi-Fi, Place des Palmiers à Nouméa, hein, c'est ouvert, on est ouvert. Il n'y a pas plus ouvert, d'accord? Aucune sécurité. Vous pouvez faire énormément de choses. C'est-à-dire que quand vous prenez l'hôtel et vous connectez au réseau du Wi-Fi, je vous le déconseille. Il y aura toujours quelqu'un, vous pouvez pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui peut être derrière. Et pire, il y a des hôtels où vous savez, l'ordinateur qui est mis à disposition des clients de l'hôtel. Et puis, moi, des fois, j'y vais, par curiosité, puis je regarde tout ce qui a été fait sur cet ordinateur, sans installer d'outils. Juste parce qu'on s'est tapé sur un clavier. Et je m'aperçois que je vois des contrats d'assurance, des dossiers médicaux complets, des analyses
complète, parce que les gens ont téléchargé leur analyse, sauf qu'ils oublient que ça reste en mémoire sur l'ordinateur. Et j'ai eu aussi un de tes confrères avec toute sa plaidoirie. J'ai dit, celui-là, s'il la perd, c'est gagné. D'accord? Donc, imaginez mais c'est important ce que je dis, imaginez que ce confrère à Marine, Béchamel. Donc, nous entendons ça. Donc, imaginez qu'elle va dans cet hôtel, que son concurrent, son confrère qui plaide pour la partie adverse, informé, il récupère ça. Sachez qu'il y en a un à Nice, il a perdu un très gros dossier parce que il s'est fait chaparder sa plaidoirie. D'accord? Donc quand vous arrivez à la barre et puis que vous passez un peu, excusez-moi l'expression, vous pouvez passer un peu pour un con quand même. D'accord? Donc faites attention d'éviter de vous connecter sur ces ordinateurs libres d'accès. Il y a tous les pièges inaccessibles. Vraiment, c'est pas bon. La meilleure sécurité, madame, vous faites un partage de connexion, ça commencera déjà là. Je dis pas que c'est parfait, mais évitez de vous connecter. Partage de connexion, et en plus, vous aurez une meilleure couverture aujourd'hui avec la 4G et la 5G, avec votre téléphone, que 300 chambres qui sont connectées sur le même tuyau, c'est un peu compliqué. Merci. Avec plaisir.